On disait, avec beaucoup d'affection, que le chœur de Sainte Mildred pouvait donner envie même aux pécheurs le plus impénitent d'attendre le dimanche avec impatience. Leurs harmonies, comme le parfum de la cire d'abeille et des lys, conféraient une sainteté aux chœurs les plus improbables. Le soir de l'office du soir du festival du printemps, l'église était ouverte sur un crépuscule chargé de lilas et d'attente. Les bancs brillaient, les livres de cantiques étaient bien rangés, et les premières notes de l'orgue flottèrent dans l'allée comme des commérages polis prenant forme. Miss Marple, assise tranquillement près du milieu, avait choisi sa place avec une précision instinctive, assez près pour entendre le ténor lutter avec le la aigu, assez loin pour observer le sourire tendu de Madame Lyle envers son mari, dont le retour de Birmingham n'était pas prévu. Elle ne se mêlait jamais des affaires du village, comme elle le disait toujours, même si St. Mary Mead avait depuis longtemps compris que, dans son cas, l'observation était rarement innocente. L'objet symbolique, si quelqu'un l'avait remarqué à ce moment-là, n'était qu'un ruban, bleu pâle, laissé négligemment sur le dossier du banc de l'alto. Il flottait légèrement dans le courant d'air provenant de la porte ouverte de la sacristie. Plus tard, on le retrouverait, d'une couleur beaucoup plus sombre. L'office du soir commença dans une solennité appropriée. Le docteur Reeves, chef de chœur, tapait sa baguette avec cette sévérité de maître d'école que ses paroissiens acceptaient comme un art. C'était un homme d'ordre, qui corrigeait la ponctuation dans les avis de charité et réarrangeait les fleurs si leur symétrie ne lui plaisait pas. Il salua sommairement le vicaire, fit un signe de tête au soprano, et les voix s'élevèrent en couches douces et obéissantes. Parmi elles chantait Madame Lyle, belle et anxieuse, les yeux trop souvent fixés sur le banc où était assis son mari, un homme à la grâce pesante de celui qui a l'habitude d'être pardonné. À côté d'elle, le jeune Colin Webb, l'apprenti accordeur d'orgue, chantait avec un demi-temps de retard, son admiration visible dans chaque note mal placée. Un village n'est jamais aussi révélateur que lorsqu'il chante à l'unisson. Les mains de Mademoiselle Marple reposaient sagement sur ses genoux, ses yeux étaient mi-clos. Pourtant, son esprit, exercé par une longue amitié avec la folie, remarqua de petites dissonances, le regard du vicaire vers l'allée latérale, où Madame Price Ridley chuchotait derrière un livre de prière, le curieux retard avant que le docteur Reeves ne donne le signal pour le dernier hymne. Lorsque la cloche sonna 8 heures, son son se confondit étrangement avec le faible cliquetis provenant de la sacristie, une chute métallique, rapidement réduite au silence. Le service s'acheva dans le bruissement poli des livres de cantiques et les murmures élogieux de ceux qui trouvaient dans la sainteté un substitut fiable à la curiosité. L'assemblée commença à se disperser, emportant avec elle ses manières dominicales dans le crépuscule. Ce n'est que lorsque le chœur se fut retiré dans la sacristie que le premier véritable silence de la soirée s'installa, celui qui semble écouter en retour. Le cri d'un enfant le rompit, puis une voix plus aiguë, celle du sacristain, tremblante et aiguë. Il y eut un mouvement, du genre qui bruisse plutôt que de courir, comme si la décence elle-même exigeait la discrétion même en cas d'alarme. Mademoiselle Marple se leva, le visage impassible, et suivit le flot de spectateurs surpris vers la sacristie. À l'intérieur, sous la faible lueur de la lumière électrique, le docteur Reeves gisait au pied de l'armoire où étaient rangées les robes. Sa baguette était toujours dans sa main, cassée net en deux. Le ruban bleu s'était accroché à la poignée en laiton, son extrémité libre, effleurant sa manche comme pour lui dire adieu. Quelqu'un murmura qu'il avait dû tomber. Quelqu'un d'autre dit qu'il avait été frappé. Le vicaire murmura qu'il fallait appeler la police. Madame Lyle, blanche comme un linge, s'agrippa à une chaise et regarda non pas son mari, mais le garçon, Colin Webb, dont la bouche bougeait sans émettre aucun son. Miss Marple, debout dans l'embrasure de la porte, observa tout. L'angle du corps, la baguette brisée, le léger parfum de violette provenant des robes du chœur. Elle ne dit rien, car il n'y avait encore rien à dire. Mais dans ses yeux calmes, on pouvait déjà lire qu'elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un accident. La mort, comme une mauvaise harmonie, venait rarement par hasard. À l'extérieur, la cloche de l'église se balançait encore doucement, sa dernière note tremblant dans les chevrons, comme si le chœur avait chanté une fois de plus pour le meurtre. Le dernier tremblement de la cloche semblait rester suspendu dans les chevrons, longtemps après que la foule eut commencé à se disperser, chaque paroissien partant avec un regard qui suppliait de ne pas être rappelé plus tard. Le vicaire, le col de sa chemise de travers, appelait au calme, bien que sa voix le trahît. Le sacristain, pâle et tremblant, alla chercher une couverture que personne n'osait vraiment utiliser,
et dans cette sacristie à demi éclairée, où l'odeur de la fumée des bougies se mêlait à celle de l'amidon et de la peur, le petit ordre de la soirée s'effondra tranquillement dans le désordre. Mademoiselle Marple s'attarda près du seuil, sa présence presque invisible à côté des silhouettes plus grandes des policiers et des margouillers qui parlaient à voix basse. Elle remarqua que M. Lyle s'était approché du corps, s'était arrêté, puis s'était brusquement tourné vers la fenêtre, la mâchoire crispée, comme s'il avait vu quelque chose derrière la vitre qui l'accusait. Sa femme, quant à elle, était restée immobile, les mains serrées avec une fermeté inhabituelle sur son livre de cantiques, comme si elle refusait de lâcher la seule chose respectable qui lui restait à portée de main. Lorsque l'inspecteur Craddock arriva de Melchester, l'église s'était vidée et il n'y avait plus que des chuchotements. Il eut la courtoisie de s'incliner légèrement devant mademoiselle Marple, qu'il avait déjà rencontrée, et il avait compris depuis longtemps que ses 12 yeux bleus percevaient souvent ce qu'aucun manuel de police ne pouvait enseigner. Il parla à voix basse avec le vicaire, qui raconta les événements avec la diction prudente d'un homme terrifié à l'idée d'être mal cité. Lorsque Craddock se baissa pour examiner la matraque brisée, le regard de mademoiselle Marple le suivit avec une douce curiosité, remarquant que les deux moitiés s'emboîtèrent trop parfaitement, comme si elles avaient été cassées délibérément par colère plutôt que par accident. Dehors, le soir s'était plongé dans le silence. Quelques villageois attendaient auprès du portail, leurs visages à demi éclairés par le lampadaire ambré. Madame Price Ridley, faisant semblant de prier tandis que ses oreilles tendaient pour entendre les détails, la femme du boucher, murmurant que le docteur Reeves avait des ennemis musicaux, bien sûr, et le vieux monsieur Finch qui déclarait avoir entendu une dispute plus tôt dans la semaine au sujet des places dans la chorale. À St. Mary Mead, les meurtres étaient toujours personnels, et donc extrêmement intéressants. De retour dans la sacristie, Craddock interrogea ceux qui étaient restés. Colin Webb répondit avec hésitation, jetant des regards vers Madame Lyle avec une expression bien trop vive pour être dissimulée. Il était en train d'accorder les petits tuyaux de l'orgue, dit-il, lorsqu'il entendit un bruit sourd. Personne n'était entré avant cela, mais ses mains tremblantes le trahirent. Mademoiselle Marple remarqua une légère trace de cire sous ses ongles, comme s'il s'était approché des bougies alors qu'il n'aurait pas dû. Elle garda cette pensée pour elle. Interrogée ensuite, Madame Lyle répondit d'une voix douce et hésitante. Elle expliqua que son mari était rentré de son voyage d'affaires de manière inattendue cet après-midi-là. Elle avait bien sûr été agréablement surprise, et il avait insisté pour assister à l'office du soir. La dernière fois qu'elle avait vu le docteur Reeves, il se plaignait de la disposition des feuillots de cantiques. Il n'y avait rien d'inhabituel dans son comportement. Lorsqu'elle eut terminé, elle pressa un mouchoir contre ses lèvres et évita de regarder son mari. M. Lyle, grand, large et visiblement irrité par la procédure, annonça qu'il n'avait aucun différend avec Reeves. Il respectait cet homme, même s'il ajouta, peut-être inutilement, que Reeves avait mauvais caractère. Il avait un jour frappé si fort sur les touches de l'orgue qu'elle s'était fêlée, dit-il avec un sourire sinistre. La remarque fut suivie d'un silence. Mademoiselle Marple remarqua une légère tache d'encre sur son poignet, ce qui n'avait rien d'étonnant en soi, mais suggérait une lettre récente, ou peut-être quelque chose qui avait été détruit à la hâte. Craddock restait impassible, mais mademoiselle Marple pouvait sentir son irritation face à ses esquives. Elle-même en avait déjà vu assez pour distinguer les contours de plusieurs faiblesses humaines, l'orgueil, la jalousie, la peur qui se chevauchaient comme les voix de cette chorale malheureuse. Mais les contours n'étaient pas la vérité, et dans des villages comme celui-ci, la vérité apparaissait rarement sans déguisement. Lorsque le sacristain revint en marmonnant que les policiers étaient en train de sceller les portes de l'église, mademoiselle Marple se tourna vers le vicaire. Elle lui demanda doucement, presque en s'excusant, si le docteur Reeves avait déjà égaré ses clés. Le vicaire cligna des yeux, incertain. Il était très méticuleux, dit-il. En fait, il les gardait sur un ruban bleu, je crois, toujours passé dans sa boutonnière. Mademoiselle Marple inclina doucement la tête. C'est ce qu'elle avait pensé. Il y eut un moment de silence, avant que la voix de Madame Price Ridley ne se fasse entendre faiblement depuis la porte, déclarant à qui voulait l'entendre qu'elle avait vu Madame Lyle entrer dans la sacristie plus tôt qu'elle ne l'avait admis. Les ragots, comme l'encens, se répandaient là où on les voulait le moins. Au moment où le corps fut emporté, la pluie avait recommencé à tomber, fine, argentée et implacable. Mademoiselle Marple rentra chez elle à pied, sans parapluie, d'un pas mesuré et assuré. Elle passa devant le jardin du presbytère, où les lilas plobaient sous le poids des fleurs mouillées, et elle pensa à la facilité avec laquelle la beauté et la décadence coexistaient,
chacune alimentant l'impression de l'autre. À sa porte, elle s'arrêta pour regarder le clocher de l'église, dont l'horloge était à peine visible dans la brume. Elle sentait qu'une erreur avait déjà été commise, non pas par le meurtrier, mais par ceux qui étaient trop impatients d'en identifier un. À l'intérieur de son cottage, l'horloge tic-taquait joyeusement à côté de la bouilloire. Elle s'assit près du feu et retira son chapeau, ses doigts reposant un instant sur le bord humide. Ce n'était pas le chagrin qui l'occupait. La mort avait trop souvent frappé St. Mary Mead pour cela, mais quelque chose de plus calme, presque moral. Le docteur Reeves était un homme qui privilégiait l'ordre à la gentillesse. De tels hommes, songea-t-elle, se faisaient des ennemis sans s'en rendre compte. Elle se souvenait de son geste précis avant le dernier hymne, la baguette levée comme une réprimande. Qui, se demanda-t-elle, avait été suffisamment offensé pour le réduire au silence à jamais? La bouilloire se mit à siffler doucement, un petit bruit domestique retrouvant sa place légitime. Dehors, la pluie s'intensifia, murmurant contre les vitres. Miss Marple prit son carnet, écrivit un seul mot, « mobile », puis s'arrêta, fixant l'encre comme si celle-ci pouvait lui suggérer la réponse. Le ruban, la baguette, les voix désaccordées. Le village en parlerait demain, comme toujours. Mais elle savait que les ragots n'étaient que la première couche de la vérité. C'étaient les silences qui comptaient, et elle en avait déjà entendu un ce soir. L'encre du mot qu'elle avait écrit sécha en formant une petite flaque brillante, avant qu'elle ne referme son carnet. Le matin commençait à poindre à travers les rideaux, et le son faible des cloches de l'église parvint jusqu'à son cottage, sonnant au rythme du devoir plutôt que du chagrin. Mademoiselle Marple se leva, se servit une tasse de thé, et regarda la vapeur s'enrouler comme une pensée. C'était, supposait-elle, le premier matin de ce que les journaux appelleraient bientôt le meurtre de la chorale, même si pour les habitants de St. Mary Mead, c'était simplement le lendemain d'un événement inconvenant. Dehors, le village s'animait avec une efficacité inhabituelle. Les bouteilles de lait avaient été ramassées plus tôt, les rideaux bougèrent plus vite, et lorsque le corps de l'épicier passa à vélo, il avait déjà répété 3 versions contradictoires des événements. Madame Price Ridley était visible, comme toujours, à sa fenêtre, silhouette armée d'une certitude morale. Mademoiselle Marple décida, sans méchanceté, qu'elle devrait bientôt rendre visite à cette femme, non pas pour bavarder, mais parce que les ragots, dans leur état brut, contenaient souvent un grain de vérité. À 11 heures, elle traversa la High Street en direction du presbytère. L'inspecteur Craddock était là, sa voiture garée à un angle respectueux contre la haie. Elle le trouva dans le bureau, en train de parler avec le vicaire, qui semblait à la fois soulagé et bouleversé de la voir. L'air sentait la graisse de bougie et le pain grillé légèrement brûlé, l'odeur du désordre matinal. « Ah, mademoiselle Marple, dit Craddock en se levant, vous semblez arriver là où l'on a besoin de vous, comme d'habitude. » Son ton était bon enfant, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. Sur le bureau devant lui se trouvaient les quelques objets soigneusement disposés, la matraque cassée, un petit carnet contenant les horaires de la chorale et un coin de papier déchiré portant la faible empreinte d'un ruban bleu. Mademoiselle Marple hocha la tête en direction de l'étalage, l'air doux. « Vous avez fait des progrès, j'espère. »« Des progrès en quelque sorte, » répondit Craddock. « Les médecins ont confirmé que la cause du décès était un coup porté à l'arrière de la tête. Un instrument lourd et arrondi, aucun signe de vol. À moins que le docteur Reeves ne se soit attaqué lui-même, quelqu'un lui voulait du mal. » Le vicaire, assis derrière son bureau comme un homme présidant sa propre culpabilité, murmura « Mais qui aurait pu lui vouloir du mal ? Il était très consciencieux. » Les yeux de mademoiselle Marple brillèrent légèrement. « La conscience professionnelle peut être très éprouvante pour ceux qui n'y sont pas habitués, vicaire. Vous ne devez pas sous-estimer à quel point la bonté peut parfois être provocante. » Craddock sourit malgré lui. « Je m'en souviendrai. Nous avons de nouveau parlé au Lyle. Le récit du mari tient la route, même si j'ose dire qu'il n'est pas un témoin sympathique. Et le garçon, Colin Webb, eh bien, il a peur de son ombre. La peur peut être terriblement révélatrice, dit doucement mademoiselle Marple. Elle montre où la culpabilité ne réside pas, mais où la peur s'est installée. Craddock lui lança un regard curieux. « Vous pensez donc qu'il est innocent ? » ?»« Je pense, dit-elle, qu'il est jeune. Et la jeunesse se reproche tout, même les péchés de ses aînés. » Leur conversation fut interrompue par madame Lyle elle-même, annoncée à la porte par la femme de chambre nerveuse du vicaire. Elle entra avec une élégance prudente, bien que sa pâleur trahît une nuit blanche. Elle portait un petit paquet dans sa main gantée, qu'elle posa sur le bureau sans faire de commentaire. À l'intérieur se trouvait un livre de cantiques appartenant à Reeves,
son nom étant gravé en lettres dorées sur la couverture. « J'ai pensé que vous devriez la voir, dit-elle à Craddock d'une voix calme mais distante. Il était dans mon sac à main après le service. Je ne me souviens pas l'y avoir mis. » L'inspecteur fronça les sourcils. « L'avez-vous manipulé à un moment donné au cours de la soirée ?» Elle hésita. Seulement quand il m'a demandé de tourner la dernière page. Il me l'a peut-être passé à ce moment-là. Je ne m'en souviens pas. Miss Marple l'observait attentivement, le léger tremblement de sa main, ses yeux qui évitaient le regard de Craddock. « Une gentillesse, sans doute, » murmura-t-elle. « On accepte souvent des choses sans s'en rendre compte, et on se demande plus tard ce qu'elles signifiaient. » Madame Lyle leva brusquement les yeux, comme si ces mots avaient touché un point sensible. Puis, elle se ressaisit et demanda à partir. L'inspecteur la laissa s'en aller, mais ses yeux la suivirent jusqu'à la porte avec la lente suspicion de l'habitude. Une fois qu'elle fut partie, mademoiselle Marple passa un doigt ganté sur le dos du livre de cantiques. Il était légèrement collant, de la cire de bougie peut-être, ou quelque chose de plus domestique, comme du vernis. La différence, pensa-t-elle, était une question d'intention. Cet après-midi-là, elle rendit comme d'habitude visite à madame Price Ridley. La femme était en pleine forme, entourée de coussins et d'autorité morale. Autour d'une tasse de thé, elle lui raconta sa version des faits, embellie à chaque fois. « Croyez-moi, mademoiselle Marple, déclara-t-elle, il y avait quelque chose entre madame Lyle et le chef de chœur. Les regards qu'ils s'échangeaient, j'en ai vu de moins intenses au cinéma. » Elle but une gorgée avec un air triomphant, et puis son mari revint soudainement. « Eh bien, la Providence fonctionne bien, n'est-ce pas ?» Mademoiselle Marple sourit faiblement. « J'ai remarqué que la Providence est souvent accusée de ragots qu'elle n'a pas lancés. » La femme plus âgée renifla, peu convaincue, et passa à un autre détail, le ruban. Elle l'avait déjà vu, insista-t-elle, sur le chapeau de madame Lyle lors de la fête l'été dernier. Mademoiselle Marple feignit une légère surprise, mais cette observation se nichait tranquillement parmi les autres dans son esprit, formant une petite série de questions bien ordonnées. Si le ruban avait autrefois orné un chapeau, comment s'était-il retrouvé sur la manche d'un homme mort? Lorsque mademoiselle Marple partit, la lumière de l'après-midi avait pris une teinte ambrée. Des enfants sautaient à la corde dans la ruelle, chantant quelque chose de faux et d'étrangement joyeux. Le monde, songea-t-elle, se remettait toujours rapidement des tragédies des autres. À la porte, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil vers l'église. La porte avait été scellée, une affiche blanche y avait été apposée par les autorités, et pourtant, un oiseau avait trouvé le moyen d'entrer. Elle pouvait entendre l'écho de ses ailes sous le toit. Il y avait quelque chose de plutôt symbolique dans le fait que l'enfermement ne fait jamais vraiment taire les vivants. Alors qu'elle arrivait à son cottage, elle remarqua une silhouette qui s'attardait près du mur de son jardin, Colin Webb. Son visage était pâle et sérieux, il tordait sa casquette entre ses mains. Lorsqu'il la vit, il s'écria « Je n'ai rien fait, madame. Je vous jure que je n'ai rien fait. » Mademoiselle Marple le regarda avec une gentillesse sereine. « Mon cher garçon, dit-elle, personne qui vaille la peine d'être écouté n'a dit que vous aviez fait quelque chose. » Il avait l'air incertain, presque soulagé, mais sa voix tremblait. « Ils vont découvrir la lettre qu'il a déchirée. Je n'aurais pas dû. » Il s'interrompit, les yeux écarquillés, et recula d'un pas. Le ton de mademoiselle Marple était doux, mais ferme. « Il vaut mieux dire les choses quand on le pense, Colin. Le silence, une fois instauré, peut être très difficile à rompre. » Il acquiesça, murmura des excuses, et s'éloigna précipitamment dans l'allée. Mademoiselle Marple le regarda partir, le léger bruissement de la haie accompagnant sa retraite. Puis elle se tourna vers son jardin, pensive, tandis que les dernières lueurs du jour se reflétaient sur les gouttes de rosée cristalline des roses qui, malgré leur pureté, déformaient ce qu'elles reflétaient. Elle s'attarda un moment parmi ces roses après le départ du garçon, taillant distraitement, bien que ses pensées fussent loin des pétales et des tiges. L'air du soir transportait une légère odeur métallique de pluie mêlée à celle du lilas, et de quelque part de l'autre côté de l'allée venait le son lointain d'un piano, un exercice hésitant, un accord, répété jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à de la musique. Mademoiselle Marple se surprit à penser aux yeux effrayés de Colin Webb et à sa mention de la lettre déchirée. Elle savait que la peur était rarement injustifiée. Elle pouvait être mal dirigée, mais jamais totalement sans cause. Au matin, le village était passé du choc à l'appétit. Le chagrin n'avait jamais convenu à St. Mary Mead, mais la curiosité était son état naturel. Au comptoir de l'épicier, les femmes se rassemblaient, dans une indignation polie, déplorant le sort du pauvre Dr. Reeves, tout en se délectant du léger scandale qui collait à son nom.
Lorsque mademoiselle Marple entra pour acheter du sucre, le consensus était que madame Lyle devait en savoir plus qu'elle ne l'admettait. Elle était trop pâle, trop fragile, et son mari trop en colère pour être innocent. Dans de tels jugements, tout était question de proportion. Mademoiselle Marple écoutait avec la douceur de quelqu'un qui achète de la farine, mais chaque phrase s'imprimait clairement dans son esprit. Ce n'était pas ce que les gens disaient qui l'intéressait le plus, mais ce qu'ils omettaient, les petites omissions qui façonnaient leur certitude. Elle paya sa note, fit une remarque aimable sur la charité envers les vivants, puis sortit dans la rue où la voiture de l'inspecteur Craddock s'arrêtait. Il la salua avec un air à la fois sombre et amusé. « Ah, mademoiselle Marple, dit-il en se mettant à sa hauteur, vous m'évitez un déplacement. J'étais justement en route pour votre cottage. » Elle sourit. « Vous devez avoir une excellente intuition, inspecteur. J'étais en route pour vous voir. » Ils marchèrent ensemble vers la pelouse où le soleil matinal baignait l'herbe d'une chaleur trompeuse. Craddock expliqua qu'un fragment de lettre avait été trouvé dans la corbeille à papier du bureau du docteur Reeves, les restes de quelque chose déchiré à la hâte. Les quelques mots lisibles suggéraient un reproche. « Vous avez promis et vous ne pouvez pas continuer. » Il était signé uniquement de l'initiale « Monsieur, Madame Lyle » demanda doucement mademoiselle Marple. Craddock acquiesça. Très probablement. Son mari prétend ne rien savoir, bien sûr, mais les rumeurs vont bon train. En avez-vous entendu parler ? J'ai entendu beaucoup de choses, répondit-elle, mais je les écoute comme j'écoute la musique à l'église. Toutes les notes n'appartiennent pas au même hymne. Il rit doucement. Vous donnez à mon travail une dimension très morale. C'est souvent le cas dans le domaine de la détection, répondit-elle. Seul le langage diffère. Au presbytère, madame Lyle avait été invitée à revenir, cette fois de manière officielle. Elle était assise dans le salon, sous le portrait d'un bienfaiteur oublié, les mains gantées posées sur ses genoux. Son mari se tenait debout près de la fenêtre, regardant dehors avec cette impatience contenue des hommes, qui considèrent les émotions comme une forme de faiblesse. Dès que mademoiselle Marple entra, la température de la pièce sembla se stabiliser, comme si sa présence suggérait que tout pouvait, finalement, être compris. L'inspecteur Craddock commença prudemment. « Nous avons trouvé un fragment de lettre, madame Lyle. Reconnaissez-vous l'écriture ?» Il lui tendit le papier plié. Elle le lut, jetant un coup d'œil à son mari avant de répondre. « C'est le mien, dit-elle simplement. J'ai écrit au docteur Reeves la semaine dernière. C'était une affaire personnelle, sans rapport avec la chorale. Pouvons-nous en connaître la nature ?» Elle hésita, les joues légèrement rougies. « J'avais envisagé de quitter la chorale, dit-elle. Mon mari trouvait que les répétitions me prenaient trop de temps. Le docteur Reeves m'a persuadé de rester. Cette lettre était stupide. Je voulais seulement expliquer que je ne pourrais pas chanter au festival. Je l'ai déchirée après coup. » Monsieur Lyle se tourna brusquement vers elle. « Vous ne m'en avez jamais parlé. »« Il n'y avait rien à dire, répondit-elle, et dans ce ton calme se cachait toute l'amertume que la politesse dissimule. Craddock regarda tour à tour les deux femmes, pesant davantage le ton que les mots. « Vous avez vu le docteur Reeves vivant pour la dernière fois pendant le service ?» Elle acquiesça. « Oui, il m'a donné le numéro du cantique. Et après le service. »« Non, répondit-elle. Je suis allé chercher mes affaires. Je ne suis jamais retourné dans la sacristie. » Le regard de mademoiselle Marple se posa doucement sur elle. « Pardonnez-moi, ma chère, mais on oublie les petites courses après une telle soirée. Êtes-vous revenu chercher quelque chose que vous aviez égaré ? Un ruban, peut-être ?» Les lèvres de madame Lyle s'entr'ouvrirent, puis se refermèrent. « Non, dit-elle doucement. Non, je ne suis pas revenu. » La main de monsieur Lyle se crispa sur le dossier de la chaise. « C'est intolérable, dit-il. Ma femme a déjà assez souffert. Reeves était un homme difficile, autoritaire et prétentieux, mais elle n'avait aucune raison de lui faire du mal. » Craddock inclina la tête, mettant fin à l'entretien, mais son regard vers mademoiselle Marple trahissait son inquiétude. Ils sortirent ensemble dans la douce brise qui agitait le lierre du presbytère. « Elle cache quelque chose, » murmura Craddock. « Si ce n'est pas la culpabilité, alors c'est la honte. » Ces deux sentiments, dit mademoiselle Marple, se ressemblent souvent. Il faut regarder les coutures pour les distinguer. Ils se séparèrent à la porte. Mademoiselle Marple prit le chemin le plus long pour rentrer chez elle, en passant par le cimetière. Le cordon avait été retiré ce matin-là, et l'odeur du cirage flottait encore faiblement sur les bancs. Un rayon de lumière frappa la chair, faisant briller le laiton que quelqu'un avait frotté avec trop d'ardeur. Elle remarqua une légère trace en dessous, quelque chose de cireux et légèrement teinté de bleu. Elle se pencha, la toucha légèrement et sourit sans joie. Les apparences, pensa-t-elle, sont de si obligeants menteurs.
En partant, elle rencontra à nouveau Colin Webb, qui portait cette fois un petit paquet sous le bras. Il commença à la voir. « On m'a demandé d'aller chercher les partitions, dit-il rapidement. L'inspecteur a dit que c'était autorisé. » Mademoiselle Marple acquiesça. « C'est bien d'être utile, Colin. Mais dites-moi, le docteur Reeves notait-il souvent ses partitions à l'encre ?» Il fronça les sourcils. « Non, mademoiselle. Il détestait les tâches. J'utilisais un crayon pour tout. »« Ah, dit-elle doucement. Il préférait donc la correction à la permanence. C'est assez révélateur, vous ne trouvez pas ?» Il ne comprit pas, bien sûr, mais rougit quand même et s'éloigna précipitamment. Mademoiselle Marple resta un instant à le regarder s'éloigner. La cloche de l'église se mit à sonner midi, son son se propageant clairement au-dessus des toits de St. Mary Mead. Il était pur, mesuré, et pourtant quelque peu creux. Sous cette cloche, un léger frémissement d'inquiétude agita son cœur, comme une note oubliée qui revenait à l'oreille. Elle sentait que quelque chose d'essentiel était désaccordé. Les échos mesurés de la cloche s'estompèrent lentement dans le silence de midi, laissant derrière eux une quiétude qui semblait presque délibérée. Mademoiselle Marple s'attarda près du porche de l'église, l'odeur de la pierre humide et du lilas flottant dans l'air. L'idée que quelque chose était désaccordé ne la quittait pas. Dans un village comme St. Mary Mead, où la vie se targuait d'être harmonieuse, la discorde ne passait jamais inaperçue. Elle était simplement niée jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors qu'elle se tournait vers la ruelle, elle vit Madame Lyle sortir du chemin qui menait derrière le presbytère. La femme marchait rapidement, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avant de s'arrêter pour ajuster son gant. Mademoiselle Marple lui fit un signe de tête amical lorsque leurs regards se croisèrent. Il y avait de la politesse, mais aucune de la chaleur qui aurait dû l'accompagner. Une conscience coupable, réfléchit Mademoiselle Marple, était comme une jupe mal ourlée. Elle se voyait toujours au bord. « Quelle belle journée pour faire des courses !» dit Mademoiselle Marple d'un ton enjoué. Madame Lyle sourit d'un sourire fragile et pâle. « Oui, j'avais besoin d'air. J'ai été terriblement confinée à l'intérieur. » Son regard se porta vers le clocher de l'église. « On dit que la police a trouvé quelque chose de nouveau. »« Je m'y attendais, » dit Mademoiselle Marple. « Ils sont très doués pour trouver ce qu'ils s'attendent à trouver. La difficulté est toujours de reconnaître ce que l'on n'a pas cherché. » Ces mots semblèrent toucher un point sensible. Madame Lyle murmura une excuse et s'éloigna précipitamment, sa silhouette se fondant dans la haie jusqu'à disparaître au détour du chemin. Mademoiselle Marple continua à descendre l'allée, son esprit déjà occupé à rassembler les fragments de la matinée. La lettre, la cire, le ruban et le silence qui les reliaient. Quelque part parmi ces petites futilités domestiques se cachait un mobile, modestement déguisé. L'inspecteur Craddock se présenta plus tard dans l'après-midi à la porte de son jardin, l'air d'avoir vieilli d'1 an depuis le petit déjeuner. « Je viens de rendre visite au Lyle, » dit-il en retirant son chapeau. « Monsieur Lyle est en proie à des accès de colère. Il prétend que les gens chuchotent à propos de sa femme. Les chuchotements sont l'une de nos industries locales les plus florissantes, » répondit Mademoiselle Marple. « Mais la respectabilité est un verre si fragile qu'elle se brise à la moindre vibration. » Craddock esquissa un sourire las. « Nous avons également trouvé quelque chose dans le meuble à musique du Dr. Reeves. Un registre contenant des notes sur les membres de la chorale, entre autres choses. On dirait un registre moral. À côté des noms, des notes indiquent la ponctualité, le ton, la fiabilité. Mais regardez ici. La ligne de Madame Lyle est soulignée 2 fois. À côté, il a écrit le mot « personnel ». « Ah, dit Mademoiselle Marple, c'est plutôt révélateur, mais pas dans le sens où on pourrait s'y attendre. Les hommes de précision laissent souvent le chaos là où leur cœur a été. » Craddock soupira. « Si je ne vous connaissais pas, je vous accuserais de parler par énigme. Oh, mais la vie est une énigme, inspecteur. Les réponses sont généralement assez simples. Nous n'aimons tout simplement pas leur caractère ordinaire. » Il rit, mais sans conviction. « Nous allons fouiller sa maison ensuite. Vous aimeriez peut-être savoir que la clé de son bureau a disparu. Sa gouvernante jure l'avoir vue pour la dernière fois sur un ruban bleu. » Mademoiselle Marple haussa les sourcils de manière presque imperceptible. « Un ruban bleu, dites-vous ? Quelle curieuse coïncidence. » Craddock cligna des yeux. « Vous pensez que cela a un rapport ? Je pense que tout est lié, dit-elle doucement, mais pas toujours de la manière dont nous l'imaginons. » Quand il partit, elle s'assit un moment près de la fenêtre de son salon, regardant l'après-midi laisser place au soir. Des enfants passaient à vélo, leur rire résonnant comme des chants d'oiseaux. Derrière eux, le clocher de l'église se dressait, net et solennel contre le ciel. Les apparences étaient sauves, pensa-t-elle, comme toujours, jusqu'au moment où elle s'effondrait.
Sa rêverie fut interrompue par l'arrivée d'une jeune femme vêtue d'un cardigan vert, la gouvernante du presbytère, mademoiselle Denham. Elle semblait nerveuse, serrant une enveloppe dans sa main. « Mademoiselle Marple, on m'a dit que vous aidiez, en quelque sorte, dit-elle. C'est juste que j'ai trouvé ceci près des marches de la sacristie ce matin. Je ne voulais pas le donner directement à la police. Les gens parlent. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un petit bout de papier, légèrement parfumé à la violette. L'écriture était maculée, mais suffisamment lisible pour déchiffrer les mots. Pardonnez-moi, je n'en peux plus. Il n'y avait pas de signature. Mademoiselle Marple l'étudia, l'air serein, mais l'esprit déjà en ébullition. Et où avez-vous trouvé cela ? Près du mur de la sacristie, à moitié enfoui dans la boue. Quelle attention de la part de la terre, murmura mademoiselle Marple. Elle ramène toujours à la surface les choses que les gens préféreraient voir rester enfouies. Mademoiselle Denham avait l'air perplexe, et mademoiselle Marple la rassura en lui offrant du thé et en discutant calmement avec elle jusqu'à ce qu'elle parte, visiblement plus apaisée. Une fois seule, mademoiselle Marple examina le papier à la lumière. L'écriture était petite, délicate, trop maîtrisée pour être celle d'une personne paniquée, trop formelle pour être celle d'une confession. Une écriture féminine, peut-être, mais de qui ? Pas celle de madame Lyle, qui était plus grande et plus cursive. Et pourtant, le parfum de violette correspondait à celui qui flottait dans la sacristie. Elle posa le papier à côté de sa tasse de thé, pensive. Si cette note avait été écrite avant le meurtre, elle exprimait le désespoir. Si elle avait été écrite après, elle exprimait la dissimulation. La distinction, comme souvent dans la vie humaine, dépendait du moment et de la culpabilité. Elle le savait, souvent écrite avant d'agir. Ce soir-là, elle se dirigea lentement vers le green. Les lampes s'allumaient dans les fenêtres des cottages, chacune déclarant poliment la normalité. Elle s'arrêta près de la forge, où Colin Webb l'attendait, chapeau à la main, comme s'il l'avait attendu. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. « Ils disent lorsque c'est madame Lyle qui l'a fait, lâcha-t-il. Mais ce n'est pas elle. Je sais que ce n'est pas elle. » « Savoir, dit doucement mademoiselle Marple, est un réconfort si dangereux. Comment le savez-vous » Il déglutit péniblement. « Parce que je l'ai vue partir tôt avant que cela n'arrive. Et je me suis arrêté, dit-il, le visage pâle. Et vous avez fait quoi, mon cher ? J'ai vu quelqu'un d'autre entrer. Pas elle. Lui. Qui voulez-vous dire ? Colin regarda autour de lui, terrifié à l'idée d'être entendu. « Monsieur Lyle, murmura-t-il. Il portait quelque chose de long, comme une canne. Il est entré juste après le dernier hymne. » Mademoiselle Marple posa une main sur son bras. « Merci de me l'avoir dit, dit-elle doucement. La vérité commence toujours par un murmure. Seuls les mensonges crient. » Il acquiesça, tremblant, et s'éloigna précipitamment dans le crépuscule. Mademoiselle Marple le regarda disparaître, le cœur touché autant par la pitié que par l'appréhension. Le vent agita les branches de lilas, dispersant quelques pétales sur le chemin. Elle les regarda, pâles, tombées, et belles même dans le désordre. Il y avait quelque chose de presque moral dans cette vision, un rappel que la beauté, lorsqu'elle est brisée, révèle sa propre vérité. De retour à sa porte, elle s'arrêta. À travers sa fenêtre, la lumière de la lampe brillait d'un éclat, doré sur la table où reposait encore le papier parfumé à la violette. Pendant un instant, elle crut voir un léger reflet bleu près de celui-ci, un ruban peut-être, emporté par la brise, mais lorsqu'elle regarda à nouveau, il n'y avait plus rien. Cette faible lueur l'avait troublée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Mademoiselle Marple ferma la fenêtre, éteignit la lampe et resta assise un moment dans l'obscurité tranquille de son salon. Dehors, le lilas bougeait légèrement contre la vitre, murmurant comme un souvenir. La vérité, songea-t-elle, s'annonçait souvent de cette manière, jamais par le tonnerre ou la révélation, mais par la plus petite perturbation du calme. Elle savait maintenant que quelque chose devait bientôt mis en mouvement. Le lendemain matin se leva dans une sérénité trompeuse. Les cloches de l'église sonnaient plus doucement, comme si elles hésitaient à rappeler leur récente association avec la tragédie. Pourtant, le village était animé de murmures, et à la poste, la file d'attente des clients s'étendait jusque dans la ruelle. Mademoiselle Marple s'y joignit sans hâte, son sac à tricot sous le bras. La conversation, ce lubrifiant essentiel de la civilité anglaise, coulait facilement devant ses spéculations, ses demi-vérités et ses affirmations confiantes, offertes comme des pièces de monnaie à peser et à échanger. « On dit que c'était de la jalousie, remarquait Madame Price Ridley. De la jalousie et de la fierté. Son mari était du genre jaloux, ça se voyait dans ses yeux.
Oh, mais les hommes ne tutent pas pour la musique, rétorqua mademoiselle Briggs, la postière. Ce sont toujours les femmes qui le font. Cela a quelque chose à voir avec les émotions. Le « vraiment » discret de mademoiselle Marple se glissa dans la conversation sans être remarqué. Elle observa le rythme de leur conversation, sa certitude croissante. Les rumeurs, songea-t-elle, étaient comme de la broderie. Chaque main ajoutait une fioriture jusqu'à ce que le motif ne ressemble plus du tout au tissu sous-jacent. En quittant la poste, elle emprunta le petit chemin qui menait à la maison des Lyle. C'était une maison moderne en briques, soignée, respectable et sans joie. Madame Lyle vint elle-même ouvrir la porte, l'air poli et impassible. Mademoiselle Marple s'enquit de sa santé avec une sollicitude si douce qu'il était impossible de refuser. Elles se retrouvèrent bientôt assises dans le salon, où l'horloge faisait un peu trop de bruit et où un vase de roses fanées se penchait mollement vers la lumière. « J'espère que vous me pardonnerez de vous rendre visite, dit gentiment mademoiselle Marple. C'est un moment si délicat pour rendre visite, mais on a toujours le sentiment que la sympathie ne doit pas attendre. » Les yeux de madame Lyle s'adoucirent. « Vous êtes très gentille. Les gens ont de bonnes intentions, mais leur sympathie est plutôt... » Elle chercha le mot « curieuse ». Mademoiselle Marple acquiesça. « La curiosité, c'est notre façon de nous défendre. Contre la peur, ma chère. Nous parlons des autres pour éviter de penser à nous-mêmes. » Il y eut un silence dans lequel le tic-tac de l'horloge semblait presque intrusif. Puis madame Lyle parla doucement, comme si elle se confiait à la pièce plutôt qu'à son invité. « Il a changé, vous savez, mon mari. Depuis cette nuit-là. Il ne parle presque plus. Je pense qu'il me reproche quelque chose. » Mademoiselle Marple pencha la tête. A-t-il des raisons de le faire? Un frémissement passa sur le visage de la jeune femme. Seulement la raison que l'on invente. Vous voyez, le docteur Reeves m'a aidé une fois, bien avant tout cela. Lorsque mon mari était malade, il a fait en sorte qu'il puisse à nouveau chanter dans la chorale. Cela semblait être une petite attention, mais cela lui a redonné sa fierté. Je suppose que c'est ce que mon mari lui en voulait le plus. Comme c'est étrange, murmura mademoiselle Marple. La rancœur se cache souvent sous le masque de la gratitude. Madame Lyle leva brusquement les yeux. Vous pensez qu'il aurait pu? Ma chère, l'interrompit doucement mademoiselle Marple. Je pense que les gens sont capables de bien plus qu'ils ne l'imaginent, lorsque l'amour ou l'humiliation sont en jeu. Mais le savoir et le prouver sont deux choses très différentes. À ce moment-là, la porte s'ouvrit brusquement et M. Lyle entra. Son regard passa de sa femme à mademoiselle Marple et sa mâchoire se crispa. « Encore une interview, c'est ça ?» demanda-t-il d'un ton sinistre. « J'en ai assez des questions. » Mademoiselle Marple se leva avec un calme tranquille. « Oh, ce n'est pas un interrogatoire, monsieur Lyle, simplement une visite de voisinage. »« De voisinage » répéta-t-il d'une voix pleine de dédain. « C'est une façon de voir les choses. Je suppose que vous êtes venu voir à quoi ressemble la culpabilité à la lumière du jour. »« Pas du tout, » répondit-elle doucement. « Je suis venu voir à quoi ressemble le courage. » Pendant un instant, leurs regards se croisèrent, le sien plein de suspicion, le sien calme et assuré. Il détourna les yeux le premier. « Le courage ne changera pas ce que les gens pensent, marmonna-t-il. »« Non, » répondit mademoiselle Marple, « mais la vérité le fait parfois. Malheureusement, elle arrive généralement trop tard pour être réconfortante. » Une fois partie, elle ressentit la légère douleur de la compassion qui suivait toujours ce genre de rencontre. D'après son expérience, la colère était presque toujours un chagrin déguisé. Les deux émotions cohabitaient souvent. De retour chez elle, elle trouva l'inspecteur Craddock qui l'attendait. Il avait l'air fatigué et un peu irritable. « Nous avons découvert autre chose, dit-il alors qu'elle le faisait entrer. Reeves a retiré 50 livres de son compte 2 jours avant le meurtre. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où cet argent est allé. L'argent voyage rarement seul, dit Miss Marple d'un air pensif. Il a tendance à laisser derrière lui des lettres, des promesses ou des regrets. Il sourit tristement. Vous donnez à la criminalité une dimension presque philosophique. C'est généralement le cas, répondit-elle. Nous lui donnons simplement des noms vulgaires. Il se pencha en avant. Nous nous rapprochons, vous savez. Je le sens. Le problème, c'est que tout le monde a un mobile et que personne n'a eu l'occasion de passer à l'acte, du moins en apparence. C'est là, dit mademoiselle Marple, le signe le plus sûr que l'on cherche dans la mauvaise direction. Quand il partit, le jour commençait déjà à s'estomper dans la douce lumière ambrée du soir. Mademoiselle Marple retourna dans son jardin. Un seul ruban de ciel bleu subsistait entre les nuages, et elle se surprit à le regarder avec une attention particulière. Comme les couleurs peuvent être trompeuses, pensa-t-elle. Le bleu, symbole de pureté, de calme, et pourtant ici,
Il retenait les clés d'un homme mort, peut-être même son destin. Elle se retourna vers son cottage et remarqua alors une petite forme sur le seuil de sa porte. Un morceau de papier plié, lesté par une pierre. Elle le ramassa et le déplia avec précaution. À l'intérieur se trouvait un coin déchiré d'un manuscrit musical, dont les bords étaient tachés de cire. À travers, quelqu'un avait écrit à la hâte au crayon « Demandez la clé avant qu'il ne soit trop tard ». Elle resta immobile dans la pénombre, le mot tremblant légèrement dans sa main. Au loin, une porte claqua, le bruit se propageant dans la rue silencieuse. Le village, comme toujours, semblait parfaitement ordinaire, et c'était là, elle le savait, le plus inquiétant. La rue était redevenue calme lorsqu'elle entra. Mademoiselle Marple posa la note sur son bureau, la lissant délicatement, comme si elle risquait de se froisser sous ses doigts. Demandez la clé avant qu'il ne soit trop tard. L'écriture était précipitée, mais la pression ferme, celle d'une main habituée à servir plutôt qu'à commander. Elle pensa à Colin Webb, à Mademoiselle Denham, la gouvernante, à tous ceux qui, à St. Mary Mead, manipulaient les serrures des autres. Après tout, les clés étaient les possessions les plus révélatrices. Elles trahissaient ce que l'on craignait et ce que l'on souhaitait protéger. Elle alluma sa lampe dont la petite flamme trembla avant de se stabiliser. Le verre tinta faiblement, faisant écho à son propre sentiment de malaise. Il y avait maintenant un danger, subtil mais certain, pas du genre qui crie, mais qui attend. C'était dans ces moments-là, elle le savait, que l'on perdait le plus souvent la vie. On frappa doucement à sa porte, presque comme si, instinctivement, elle s'y attendait. Lorsqu'elle ouvrit, l'inspecteur Craddock se tenait là, son chapeau humide de rosée et l'air sombre. « J'espère que je ne dérange pas, dit-il. Mais il s'est passé quelque chose. Un autre décès. » Les yeux de mademoiselle Marple s'écarquillèrent légèrement. « Pas madame Lyle. » Il secoua la tête. « Non, la gouvernante du presbytère. Mademoiselle Denham. Elle a été retrouvée près du chemin de l'église il y a 1 heure. Le médecin dit qu'il s'agit peut-être d'une chute, mais il hésite. Je ne suis pas convaincu. » Elle prit aussitôt son châle. « Alors peut-être, inspecteur, devrions-nous aller voir par nous-mêmes. » La nuit était calme, à l'exception du bruissement des arbres. Au bord du cimetière, une lanterne projetait sa lueur vacillante sur les personnes rassemblées. Mademoiselle Denham gisait sur l'herbe humide, le visage paisible, les mains jointes, comme si elle dormait. Mais les yeux perçants de mademoiselle Marple remarquèrent la légère ecchymose sous une oreille, l'angle anormal de son poignet. « Une chute » murmura-t-elle. « Les chutes, d'après mon expérience, sont rarement aussi prévenantes. » Craddock semblait troublé. Il y a peut-être eu une bagarre. Son sac a été retrouvé ouvert, son contenu éparpillé. Et ceci, il tendit à mademoiselle Marple un petit objet enveloppé dans un mouchoir. C'était une clé, attachée à un ruban bleu effiloché. Mademoiselle Marple l'observa sans la toucher. Ah, la couleur persiste. Quelle loyauté! Elle regarda vers l'église, dont la silhouette sombre se détachait contre le ciel. Vous constaterez, je pense, que les serrures et les morts ont souvent plus en commun qu'on ne le suppose. Les deux dépendent de ce que les gens veulent garder fermé. Ils marchèrent ensemble vers le presbytère. Le vicaire, pâle et tremblant, les accueillit à la porte. « C'est terrible, répétait-il. Une fille si gentille, toujours ponctuelle, toujours respectueuse. Elle devait apporter les surplis propres à la blanchisseuse ce soir. » Le regard de mademoiselle Marple se posa sur le panier à linge près de la porte. Il était à moitié plein, mais sur le linge plié se trouvait une petite partition musicale, dont le titre était effacé. Elle la prit délicatement. « Kyrie, dit-elle. Une prière pour demander miséricorde. Comme c'est approprié. » Craddock fronça les sourcils. « Vous pensez qu'elle essayait de nous dire quelque chose ? » « Peut-être, répondit mademoiselle Marple. Ou peut-être portait-elle simplement trop de fardeau pour une seule paire de mains. La mort de la gouvernante se répandit dans St. Mary Mead dès le matin avec l'efficacité de la poste. À l'heure du petit déjeuner, 3 versions existaient. Suicide, accident et châtiment. La dernière était la plus populaire. Elle avait la saveur d'un récit divin que les villageois adoraient. À l'épicerie, Madame Price Ridley déclara qu'il s'agissait d'un jugement, sans toutefois préciser s'il s'agissait d'un jugement sur Mademoiselle Denham ou sur son employeur. Pendant ce temps, Mademoiselle Marple passa la matinée tranquillement parmi ses géraniums, taillant, écoutant, réfléchissant. Ce n'était pas la mort elle-même qui la troublait le plus. La mort, elle l'avait appris, était aussi impartiale que la lumière du soleil, mais c'était le moment choisi. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Et que savait-elle qui nécessitait de la faire taire? Son regard se posait, souvent sur la clé posée sur sa table,
que l'inspecteur Craddock lui avait permis d'examiner. Elle était petite, domestique, banale, mais il y avait de la cire séchée près du paneton. Quelqu'un, à un moment donné, l'avait pressée contre une source de chaleur. Peut-être pour marquer ou pour sceller. Quoi qu'il en soit, elle avait appartenu à plus d'une histoire. Cet après-midi-là, Craddock rappela. « Nous avons identifié la clé, dit-il. Elle correspond à celle du bureau du Dr. Reeves. Nous l'avons forcée hier, mais nous n'avons trouvé que des papiers. Mais maintenant, la gouvernante se présente avec la clé sur elle et un bleu. Cela ne peut pas être une coïncidence. »« Non, acquiesça Miss Marple. La coïncidence n'est que le déguisement que porte la Providence lorsqu'elle souhaite rester anonyme. » Il rit doucement malgré lui. « Vous avez vraiment le don de transformer mes preuves en théologie. »« C'est souvent le cas, dit-elle. Le meurtre trouve ses racines dans la foi, la croyance, l'espoir et la peur de la perte. Avez-vous parlé à M. Lyle depuis hier soir ?» Craddock acquiesça. Il est furieux, bien sûr. Il dit que sa femme s'est évanouie 2 fois et qu'elle ne peut recevoir aucune visite. « Je me doute bien qu'elle ne le peut pas, » murmura Miss Marple. La peur et la culpabilité sont 2 compagnons épuisants. Elle attendit qu'il soit parti avant de se diriger tranquillement vers le cottage des Lyle. Les rideaux étaient tirés et un faible sanglot s'échappait de l'intérieur. Elle se tint près du portail, non pas pour s'immiscer, mais pour observer. À travers l'interstice entre les rideaux, elle pouvait voir M. Lyle faire les 100 pas, ses mouvements agités, mécaniques. Un homme qui répète sa colère pour ne pas ressentir autre chose. Sur le chemin du retour, elle croisa Colin Webb assise sur les marches de l'église, la tête baissée. Il leva rapidement les yeux, les paupières rougies. « Je n'ai rien dit à personne, dit-il, ni à propos du mot, ni à propos du fait que je l'ai vu entrer. »« Non, répondit gentiment mademoiselle Marple. Vous n'avez rien dit. » Et c'était sage, même si ce n'était pas forcément gentil. Il fronça les sourcils, perplexe. « Gentil ? Pour vous-même, dit-elle. La vérité coûte toujours cher à celui qui l'a dit. » Il ne dit rien de plus. La nuit tombait autour d'eux, et mademoiselle Marple le laissa là, seule avec l'écho de sa propre conscience. Lorsqu'elle arriva à son cottage, l'air semblait chargé, comme si le village lui-même retenait son souffle. Elle posa la clé sur la cheminée, à côté des violettes de son jardin, dont le parfum était désormais faible et s'estompait. Longtemps, elle observa les 2 objets côte à côte, le symbole de la dissimulation et le symbole de la grâce. Le contraste semblait presque cruellement approprié. Quelque part, au-delà du reflet de la fenêtre, une silhouette bougea. Peut-être un passant, peut-être autre chose. L'ombre s'attarda, puis se dissolut dans l'obscurité. Miss Marple ne détourna pas le regard. Elle prit simplement son carnet, l'ouvrit à une page vierge et écrivit un petit mot. « Pourquoi ?» Puis, en dessous, d'une écriture soignée et régulière, elle ajouta « Pour qui ?» L'encre de ces 2 mots brillait faiblement à la lumière de la lampe lorsqu'elle referma son carnet. Au-delà de la vitre, l'obscurité s'était épaissie, retenant son souffle comme si tout le village s'était entendu pour garder le silence. Miss Marple se leva, replia soigneusement son châle sur ses épaules et se dirigea vers la cheminée. La clé était toujours posée sur le manteau, à côté des violettes fanées. Elle la regardait, comme on regarderait une relique, quelque chose de simple, de domestique, et pourtant capable d'ouvrir un abîme. Au matin, le brouillard ne s'était pas levé. Les lampadaires se dressaient comme des gardes qui s'évanouissaient après leur service, et le bruit d'un chariot de lait résonnait dans l'air immobile. Mademoiselle Marple quitta son cottage peu après 8 heures, d'un pas léger mais déterminé. Elle avait décidé aux petites heures du matin que le temps de l'observation silencieuse était révolu. Il ne restait plus qu'à inviter la vérité à se montrer, et pour cela, il fallait créer le cadre approprié. Au presbytère, elle trouva l'inspecteur Craddock déjà au travail. Il était vif, mais ses yeux trahissaient sa fatigue. « Nous avons fouillé à nouveau le bureau de Reeves, dit-il, et nous n'avons rien trouvé d'intéressant, seulement un tiroir avec de légères putrasquires de cire. Je jurerais que quelque chose y était scellé autrefois. » Mademoiselle Marple inclina la tête. « Un secret gardé par de la cire à cacheter est rarement un secret qui dure longtemps, inspecteur. Ceux qui cachent des choses dans le bois et le papier oublient à quel point la culpabilité peut devenir bavarde. » Il lui lança un regard d'admiration méfiante. « Alors peut-être approuverez-vous ma prochaine démarche. J'ai demandé à toutes les personnes liées à la chorale de se réunir à l'église cet après-midi, une sorte de reconstitution. » Elle sourit faiblement. « Ah, vous allez diriger votre propre office du soir de la vérité. Très judicieux. Mais puis-je suggérer un petit ajout ? Laissez la mauvaise personne croire qu'elle n'est pas observée.
Vous apprendrez beaucoup plus du silence que de la parole. » Cradock acquiesça lentement. « Vous serez donc présente ? » »« Si vous me le permettez, dit-elle, je m'assiérai à ma place habituelle, comme une vieille femme parmi d'autres qui aiment les hymnes. » Les heures précédant le rassemblement s'écoulèrent dans un calme trompeur. Mademoiselle Marple les passa dans son jardin, taillant ses plantes avec une patience méticuleuse. L'air sentait la terre et la lavande. Pourtant, sous son calme apparent, son esprit travaillait à toute vitesse, retraçant la délicate toile qui liait désormais 4 vies, les Lyle, le jeune Colin Webb et la gouvernante décédée. Elle n'avait aucune preuve, seulement un schéma, mais dans la nature humaine, un schéma est une preuve suffisante si l'on prend le temps de le regarder. À 3 heures, l'église était remplie de silhouettes discrètes. Le vicaire se tenait près du chœur, l'air tremblant mais digne. Madame Lyle arriva la première, voilée et pâle, suivie de son mari, dont les pas lourds semblaient une intrusion dans la sainteté du lieu. Colin Webb s'attarda près de la porte, indécis, tandis que Madame Price Ridley et la moitié de la paroisse restaient à l'extérieur, leur curiosité dissimulée sous le couvert du devoir moral. Mademoiselle Marple prit place au milieu de la nef, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. L'inspecteur Cradock prononça un bref discours, exposant son intention de retracer les derniers mouvements de la nuit du meurtre. Son ton était procédural, son expression neutre, mais mademoiselle Marple remarqua que ses yeux se posaient sur M. Lyle chaque fois qu'il mentionnait la sacristie. L'instinct d'un policier, pensa-t-elle, mais pas encore une preuve. Lorsqu'ils arrivèrent au moment où le docteur Reeves avait congédié la chorale, mademoiselle Marple observa un léger changement. Madame Lyle tordait ses doigts, gantée, tandis que son mari serrait visiblement les mâchoires. Puis vint la démonstration. Cradock demanda à chaque personne de se placer à l'endroit où elle se trouvait cette nuit-là. Les stalles de la chorale se remplirent à nouveau, leurs occupants n'étant plus que l'ombre d'eux-mêmes. L'orgue restait silencieux, mais l'atmosphère était empreinte de la même tension, d'un sentiment de non-dit prêt à éclater. Mademoiselle Marple se pencha légèrement en avant. « Inspecteur, dit-elle doucement, puis-je demander que l'on baisse les lumières ? Je pense que les ombres raconteront leur propre histoire. » Il hésita un instant avant d'acquiescer. Le sacristain tamisa les lampes. L'église fut plongée dans cette douce lueur incertaine propre au crépuscule. Dans la pénombre, les visages perdirent leurs masques. Les Lyle se tenaient à l'écart. Colin rôdait près de la porte de la sacristie. C'est alors, tandis que Cradock répétait la question de savoir qui avait vu le docteur Reeves vivant pour la dernière fois, que mademoiselle Marple commença sa véritable observation. Le regard de Colin ne cessait de se poser sur la poche de M. Lyle. Madame Lyle avait la tête baissée, mais ses lèvres bougeaient légèrement, comme si elle murmurait une prière ou un avertissement. Quant à M. Lyle, rigide et droit, il posait une main sur la rampe du banc. Son pouce allait et venait, frottant quelque chose de petit et de lisse. Les yeux de mademoiselle Marple suivirent le mouvement. Une tache bleue captait la faible lumière d'un ruban, usé mais reconnaissable entre tous. Elle se leva doucement, son mouvement ne attirant aucune attention jusqu'à ce qu'elle parle. « Monsieur Lyle, dit-elle d'un ton aussi doux qu'une salutation dominicale, vous avez quelque chose là. Puis-je le voir ?» Il se retourna surpris. « En quoi cela vous regarde-t-il ?»« Oh, en rien, répondit-elle. Seulement, voyez-vous, la clé que vous avez perdue a déjà été retrouvée. Il serait vraiment dommage de confondre un ruban avec un autre. » Pendant un instant, le silence fut absolu. Puis Madame Lyle poussa un petit cri involontaire, et Colin recula, heurtant le banc. Cradock s'avança, la voix tranchante et autoritaire. « Quelle clé, Lyle ?» Mais M. Lyle ne répondit pas par des mots. Il serra la main, écrasant le petit objet qu'il tenait, un morceau de soie bleue enroulé autour d'un bouton de manchette cassé. « Vous en ferez ce que vous voulez, dit-il d'une voix rauque. Un homme ne peut même pas faire son deuil sans être accusé. » La voix de mademoiselle Marple, calme et presque triste, porta dans l'air immobile. « Bien sûr qu'il le peut, monsieur Lyle. Si ce qu'il pleure, c'est la vie d'autrui plutôt que son propre confort. » Il la fusilla du regard, quelque chose entre la colère et le désespoir vacillant sur son visage. Puis il se retourna brusquement et se dirigea à grands pas vers la sacristie, claquant la porte derrière lui. Cradock fit signe à 2 agents de le suivre, mais mademoiselle Marple secoua doucement la tête. « Pas encore, murmura-t-elle. Il vous en dira plus par ses actes que par ses paroles, en compagnie d'autres personnes. » L'inspecteur hésita, puis acquiesça. Mademoiselle Marple se rassit, croisant les mains sur ses genoux. Autour d'elle, les murmures du village commencèrent à s'élever.
le doux bruissement des spéculations, le craquement des bancs. Le parfum léger de la cire de bougie se mêlait à la poussière et au parfum. Et malgré tout cela, le regard de mademoiselle Marple restait fixé sur la porte fermée de la sacristie. Car dans ce silence, sous le bruit des pas, un autre son se fit enfin entendre, un clic faible et délibéré, comme si un verrou avait été tourné sur quelque chose de définitif. Le clic résonna dans l'église comme la ponctuation d'une phrase invisible. Toutes les têtes se tournèrent instinctivement vers la porte de la sacristie, où le silence régnait depuis un moment trop long pour être confortable. L'inspecteur Craddock fit signe aux agents d'avancer, leurs bottes résonnant de manière anormalement forte sur les dalles. Mademoiselle Marple resta assise, l'air impassible, bien que ses mains se serrèrent un peu plus fort. Elle connaissait ce genre de silence, celui qui suivait une décision, et non une hésitation. Lorsque la porte s'ouvrit, la sacristie était vide. Une fenêtre à l'autre bout était entr'ouverte, laissant entrer un léger souffle de pluie. Un petit objet gisait sur le bureau, l'autre moitié du bâton brisé du docteur Reeves, dont l'extrémité éclatée était noircie par quelque chose qui avait peut-être été de la cire. Craddock jura doucement, puis aboya des ordres aux agents. « Fouillez les lieux, il ne peut pas être loin. » Alors qu'il s'éloignait précipitamment, mademoiselle Marple se leva lentement. « Comme c'est gênant, » murmura-t-elle, « que les gens qui craignent d'être découverts aient rarement les idées claires. La fuite mène rarement à un endroit qui en vaut la peine. » Elle entra dans la sacristie, ses yeux balayant le désordre tranquille de la pièce. Des papiers bougeaient légèrement dans le courant d'air et une chaise était renversée. À côté de la chaise renversée, une trace de ruban bleu adhérait au parquet, faible mais indéniable. Elle scintillait comme le résidu même de la tromperie. Craddock suivit son regard. « Encore ce ruban, dit-il d'un ton sombre. Il est partout, comme une malédiction. »« Ce n'est pas une malédiction, dit doucement mademoiselle Marple. C'est un fil. Et les fils, lorsqu'on les suit, mènent rarement à la magie, mais seulement à la réparation. » L'inspecteur fronça les sourcils, ne sachant pas si elle parlait de métaphore ou de méthode. Dehors, les voix des chercheurs résonnaient faiblement. Quelqu'un cria depuis le cimetière. Peut-être avait-il trouvé quelque chose, ou quelqu'un. Mademoiselle Marple s'approcha du bureau et toucha le fragment de matraque. Sa texture ne lui apprit rien de nouveau, mais son emplacement. Oui, il avait été placé là délibérément. Il n'avait pas été jeté, ni laissé tomber. C'était une sorte de message. La question était de savoir à qui il était destiné. La pluie se mit à tomber sérieusement lorsqu'ils sortirent. Les villageois s'attardèrent près du porche de l'église, attirés comme toujours par l'irrésistible gravité du scandale. Madame Price Ridley, serrant un parapluie comme un sceptre, prononçait déjà son jugement. Je l'ai dit dès le début, c'était le mari. C'est toujours le mari dans ces affaires-là. La patience de Craddock s'épuisait à vue d'œil. Vous feriez mieux de rentrer chez vous, madame. La justice s'en chargera sans votre aide. Miss Marple, cependant, adressa à la femme un sourire bienveillant. Soyez prudente, ma chère. Les parapluies sont des objets traîtres. Ils protègent mal la tête de la pluie, mais ne font rien pour la boue sous les pieds. Alors que madame Price Ridley s'éloignait en soufflant, Craddock soupira. J'ai envoyé des hommes dans les bois. S'ils se cachent, nous l'aurons avant la tombée de la nuit. Mademoiselle Marple regarda pensivement le chemin qui menait à son cottage. Si vous êtes certain qu'il se cache, inspecteur, je serai satisfaite. Mais s'il observe plus tôt, le danger sera peut-être moins grand pour lui que pour les autres. Ces paroles, mi-avertissement, mi-invitation, restèrent suspendues dans l'air alors qu'elle s'éloignait. Elle ne rentra pas directement chez elle, mais s'arrêta plutôt au bord du cimetière, où la petite tombe de mademoiselle Denham venait d'être recouverte de fleurs. Les violettes avaient fané pendant la nuit, leurs tiges courbées. Elle se baissa pour redresser l'une d'elles, et ce faisant, son regard se posa sur un faible reflet près du sol. Un bouton, gravé d'initiales, presque effacé, JL. Elle le glissa délicatement dans sa poche et continua son chemin vers la maison. À l'intérieur de sa maison, le feu avait faibli. Elle remit le bouton à côté de la clé sur la cheminée et recula pour les regarder. Ensemble, ils semblaient en former un portrait accidentel de l'affaire elle-même, petit, ordinaire et inexplicablement intime. Elle prépara du thé, s'assit près de la cheminée et laissa ses pensées dériver vers la seule personne qui, jusqu'à présent, lui avait semblé purement accessoire, Colin Webb, le garçon effrayé qui en savait trop et n'avait pas conscience de la valeur de ses connaissances. On frappa à sa porte, comme elle s'y attendait. Quand elle l'ouvrit, Colin se tenait là, trempé et tremblant.
Il est parti, dit-il à bout de souffle. Monsieur Lyle. Ils disent qu'il s'est enfui dans les bois. Oui, dit mademoiselle Marple en le faisant entrer. Et vous êtes venu parce que vous savez pourquoi. Il hésita, puis acquiesça tristement. C'est ma faute, madame. Je lui ai parlé de la note qui disait « Pardonnez-moi ». Je pensais que cela pourrait l'aider. Mais il m'a juste regardé comme s'il était devenu vide. Il a dit que certaines choses ne peuvent être pardonnées, peu importe qui écrit les mots. Mademoiselle Marple lui versa du thé et attendit que ses mains se stabilisent autour de la tasse. « Lui avez-vous donné la note vous-même, Colline ?»« Non, madame. Je l'ai laissée dans sa boîte aux lettres. Je ne voulais pas qu'il sache que cela venait de moi. » Elle acquiesça. Alors il a cru que cela venait de sa femme. Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Pensez-vous que c'est pour cela que réfléchir n'aide généralement pas dans ce genre de situation ?» dit doucement mademoiselle Marple. « Écoutez, oui. » Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, où la pluie strierait la vitre. Au-delà, la route serpentait vers les bois. Quelque part le long de celle-ci, un homme marchait, accompagné de sa propre ombre. « L'inspecteur Craddock le trouvera bientôt, continua-t-elle. Mais ce qu'il ramènera sera peut-être désaveuse ou une calamité. Les deux sont souvent indissociables. » Elle retourna s'asseoir, la voix douce mais ferme. « Dis-moi, Colline, quand le docteur Reeves s'est disputé avec M. Lyle la semaine dernière, de quoi s'agissait-il » Le garçon fronça les sourcils. C'était après l'entraînement. Reeves a crié qu'il ne se laisserait pas faire chanter par une mélodie. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. M. Lyle n'a rien dit et s'est simplement éloigné. « Chantage avec une mélodie », répéta doucement mademoiselle Marple, comme c'est curieusement poétique. Avant que le garçon n'ait pu répondre, on entendit un autre coup sec et officiel. Craddock entra, son manteau trempé. « Nous l'avons trouvé, » dit-il brièvement, « près du chemin qui longe la rivière. Il est vivant, mais blessé. On dirait qu'il est tombé en essayant de traverser. Il demande à voir sa femme. » Les yeux de mademoiselle Marple se posèrent trahis sur la cheminée où le bouton et la clé étaient posés côte à côte. « Alors je pense qu'elle doit aller le voir, » dit-elle. Avant qu'il n'oublie ce qu'est le pardon. Craddock l'observa. « Vous croyez qu'il va avouer ?»« Je crois, » dit-elle, « que la vérité ne se révèle parfois que lorsqu'il n'y a plus personne pour la contredire. » L'inspecteur partit, et mademoiselle Marple resta longtemps debout après la fermeture de la porte. Le feu crépitait doucement, la pluie murmurait contre les fenêtres, et l'air semblait chargé d'attente. Elle prit le bouton sur la cheminée et le soupesa légèrement dans sa paume. J.L. John Lyle. Il s'était détaché près d'une tombe, où des violettes se fanaient. Quelque part au-delà de la pluie, une cloche d'église sonna une fois, grave et résonnante. Mademoiselle Marple referma sa main sur le bouton et ne pensa pas à la culpabilité, mais à la pitié, qui était la plus fidèle compagne de la vérité. L'écho de la cloche résonnait encore alors qu'elle se tenait près du feu mourant, le bouton froid contre sa paume. Dehors, la pluie s'était transformée en une fine bruine, de celles qui effacent les contours et rendent tout flou, comme si le monde lui-même ne voulait pas se souvenir. Mademoiselle Marple posa délicatement le bouton à côté de la clé sur la cheminée et prit son parapluie. Quels que soient les mots qui l'attendaient près de la rivière, ils devaient être entendus tant qu'ils avaient encore le souffle pour parler. Le chemin qui descendait vers l'eau était glissant de boue, les haies lourdes de feuilles mouillées. Des lanternes scintillaient à travers les arbres devant elle, indiquant le petit groupe de personnes rassemblées près de la passerelle. Craddock se retourna à son approche, l'air sombre. « Il est conscient, » dit-il doucement. « Nous avons appelé le médecin, mais il insiste pour parler d'abord à sa femme. Elle est en route. » Miss Marple regarda derrière lui, là où John Lyle était assis, adossé à la berge, le visage pâle sous la lumière de la lanterne. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collés à son front, mais ses yeux étaient presque trop clairs. Elle y vit le calme particulier d'un homme qui avait fini de courir. « Je l'ai prévenu de ne pas bouger, » murmura Craddock. « Il dit qu'il ne tiendra pas une heure, même si le médecin n'est pas d'accord. » Mademoiselle Marple acquiesça d'un petit signe de tête. « Alors nous allons le laisser utiliser son heure à bon escient. » Ils attendirent en silence jusqu'à ce que des bruits de pas se rapprochent. Madame Lyle apparut, sa cape traînant derrière elle, le visage tiré mais déterminé. Elle s'agenouilla sans un mot à côté de son mari. Sa vue sembla le bouleverser. Il détourna la tête, honteux de ce qu'elle savait peut-être déjà. « Je ne voulais pas que cela arrive, » dit-il d'une voix rauque. « Ce n'étaient donc que des mots. Reeves a dit qu'il allait tout raconter à propos de la lettre, à propos de toi. Je ne pouvais pas le supporter, Marianne. Pas après tout ce que j'avais sacrifié pour être respectable. Tu sais comment est ce village.
un murmure, et la réputation d'un homme est ruinée à jamais. Sa voix était basse, calme. « Tu l'as frappé ?» Il tressaillit. Il rit. « Il a dit qu'une femme comme toi avait plus besoin de pitié que d'amour. Je l'ai poussé, c'est tout. Il est tombé et s'est cogné contre le bord du stand. Cela ne voulait pas dire qu'il avait le souffle coupé. Quand j'ai vu le sang, j'ai paniqué. J'ai cassé la matraque parce que je l'avais dans la main. Puis ce garçon, Colin, s'est approché et je me suis caché. Dieu m'aide, je me suis caché. » Les larmes de Madame Lyle tombèrent silencieusement sur sa main. Mademoiselle Marple observait, le visage impassible. Cradock se pencha plus près, son crayon immobile. « Et la gouvernante ?» demanda-t-il doucement. Lyle secoua la tête. « Je ne l'ai jamais touchée. Elle est venue me voir plus tard, m'a dit qu'elle avait trouvé la clé, qu'elle savait ce que j'avais fait. Elle voulait me la rendre et m'a dit qu'elle la cacherait dans un endroit sûr jusqu'à ce que j'avoue. J'ai pensé qu'elle voulait m'aider, mais elle avait peur, elle aussi. Je l'ai suivie hier soir. Je voulais seulement la supplier de garder le silence. Elle a glissé, c'est tout. Je le jure. » Le bruit de la rivière se faisait pressant, patient et indifférent. Mademoiselle Marple s'agenouilla alors d'une voix aussi douce que si elle s'adressait à un enfant, et le mot qu'elle a laissé dans la sacristie, ses yeux clignèrent, embrumés par la confusion. Quel mot? Celui qui disait « Pardonnez-moi ». « Vous ne l'avez pas écrit alors ?» Il secoua lentement la tête. « Non, mais j'aurais aimé l'avoir fait. » Cradock leva les yeux vers Mademoiselle Marple, perplexe. Elle se leva, époussetant sa jupe. « Alors le cercle se referme, » murmura-t-elle. « Un mensonge, une mort, une gentillesse prise pour un péché. Ces schémas aiment tant se répéter. » Le médecin arriva, essoufflé, mais Lyle lui fit signe de s'en aller. « Ce n'est pas grave, » murmura-t-il. « Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Reeves est mort. Le reste n'est que ragots. » La voix de Mademoiselle Marple résonna doucement à travers la brume. « Les ragots, monsieur Lyle, ne sont que la vérité qui a perdu ses bonnes manières. » Il essaya de sourire, échoua et tourna son regard vers sa femme. « Dis-leur, Marianne, dis-leur que ce n'était pas de la jalousie, c'était de la fierté. Je ne pouvais pas supporter le reste se dissolu dans une toux, humide et définitive. Lorsque le médecin s'agenouilla à côté de lui, c'était déjà fini. La pluie tombait plus fort, comme si le ciel lui-même cherchait à effacer ce moment. Madame Lyle ne pleura pas. Elle posa simplement la main de son mari sur sa poitrine et resta debout. Mademoiselle Marple la prit par le bras et l'éloigna de quelques pas, laissant Cradock parler au policier. « Je suppose que c'est fini, » dit la jeune veuve, d'une voix dénuée de conviction. « Pour lui, peut-être, » répondit mademoiselle Marple. « Mais les fins sont des choses si désordonnées. Elles savent rarement quand s'arrêter. » Alors qu'elle retournait vers le village, la brume s'éclaircit et la faible lueur des lampes de l'église apparut à travers elle, pâle, constante et impassible. La cloche ne sonna pas cette fois-ci. L'heure passa inaperçue. Plus tard, dans son salon, mademoiselle Marple s'assit à nouveau devant la cheminée. Le bouton, la clé, les violettes fanées, ces petits trophées de compréhension. Elle prit à nouveau la clé et la fit tourner entre ses doigts. Son état d'usure avait quelque chose qui détournait ses pensées vers autre chose. Non pas vers la culpabilité, mais vers cette autre lettre. « Pardonnez-moi », une supplique écrite par quelqu'un qui craignait davantage le jugement que la punition. Et mademoiselle Denham, la discrète gouvernante, qui avait servi à la fois la chorale et la conscience avec tant de discrétion. L'écriture était la sienne. Mademoiselle Marple en était désormais certaine. Elle n'était pas adressée à Reeves ni à Lyle, mais à elle-même, à son propre rôle dans une chaîne de silence devenue insupportable. Elle soupira. La pauvre enfant voulait faire ce qui était juste, dit-elle à voix haute, bien que la pièce fût vide. Mais faire ce qui est juste commence souvent par une fausse confession. Dehors, les premières lueurs de l'aube se glissaient sur les toits. Le village allait bientôt se réveiller, prêt à apaiser sa conscience avec du thé et des platitudes. À la fin de la semaine, il y aurait des fleurs sur la tombe du docteur Reeves et des chuchotements devant la porte de Madame Lyle, et bientôt un autre petit scandale fleurirait pour prendre leur place. Mademoiselle Marple se leva, ferma son carnet et posa son châle sur la chaise. « Les apparences, murmura-t-elle, ne sont jamais le problème. C'est le réconfort qu'elles procurent qui trompe vraiment. » L'horloge sonna 7 heures. Elle tira les rideaux et, avant d'éteindre la lampe, regarda une dernière fois les violettes près de la fenêtre. Leur couleur s'était intensifiée pendant la nuit, non pas plus vive, mais plus vraie.
comme si l'honnêteté avait finalement transpercé le vernis de la beauté. Et quelque part au loin, faiblement mais indubitablement, une chorale recommença à répéter. La matinée se déroula dans le calme particulier qui suit un scandale, comme si le monde, embarrassé par son propre émoi, cherchait à retrouver ses bonnes manières. St. Mary Mead semblait fraîchement lavée après la pluie nocturne. Les ruelles brillaient, les haies ruisselaient délicatement, et l'air sentait la terre plutôt que la culpabilité. Pourtant, sous cette surface polie, il restait une légère vibration de choses instables. Mademoiselle Marple le remarqua en prenant son thé près de la fenêtre, à la façon dont deux voisins qui s'étaient autrefois salués à travers la ruelle faisaient maintenant semblant de ne pas se voir, à la façon dont le livreur de journaux ralentissait près de son portail, comme s'il ne savait pas si la tragédie méritait une réduction ou un pourboire. À l'église, le sacristain ouvrit la porte de la sacristie avec une prudence visible, comme si un meurtre l'attendait encore à l'intérieur. La chorale ne chanterait pas ce dimanche-là, le vicaire ayant décidé d'un service de dévotion privée, une expression que les villageois interprétaient à la fois comme une marque de tact et une punition. Madame Lyle n'était pas présente. Elle était partie tôt ce matin-là pour se rendre chez un cousin près de Salisbury, escortée par l'inspecteur Craddock en personne. Certains disaient qu'elle ne reviendrait jamais. D'autres insistaient sur le fait que son absence n'était que saisonnière, comme la fermeture d'une maison entre deux trimestres. La respectabilité, réfléchit mademoiselle Marple, était une locataire très indulgente. Elle trouvait toujours quelqu'un d'autre avec qui vivre. Elle passa la journée tranquillement à raccommoder une déchirure dans son rideau, tandis que la bouilloire sifflait joyeusement sur la cuisinière. Le journal avait déjà publié l'essentiel, tragédie locale dans une chorale, confession fatale du mari. Aucune mention de mademoiselle Denham, dont la mort avait été officiellement jugée accidentelle, aucune mention de la lettre, ni du garçon calme et effrayé qui avait dit la vérité trop tard. Les histoires, comme les gens, étaient mises en ordre avant leur publication. C'était plus facile ainsi pour toutes les personnes concernées. Dans l'après-midi, l'inspecteur Craddock passa la voir, l'air vieilli de 10 ans et légèrement désabusé. « Vous aviez raison, comme d'habitude, » dit-il sans préambule. Le médecin a confirmé que le coup était accidentel. Mais cet homme avait l'intention de lui faire du mal, et il est mort en fuyant ce qu'il avait fait. Je ne sais pas si justice a été rendue ou si c'était simplement pratique. Mademoiselle Marple lui servit du thé. La justice, inspecteur, c'est ce qui reste quand la décence a fait de son mieux. Il la regarda par-dessus le bord de sa tasse. Vous donnez à l'assassinat un caractère presque domestique. C'est généralement le cas, répondit-elle. Les gens tuent rarement pour des raisons importantes. Ils le font parce qu'ils ont commis trop de petites erreurs et ne peuvent en supporter une de plus. Il sourit tristement. Vous devriez peut-être donner mes cours à l'école de police. Je doute que la police approuve mon programme, répondit mademoiselle Marple. Trop de tricot, pas assez de procédures. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le lent ruissellement de la pluie depuis les gouttières. Lorsque Craddock se leva pour partir, il s'arrêta à la porte. « Il y a une chose qui me tracasse encore, dit-il. Cette note, pardonnez-moi, nous ne saurons jamais qui l'a écrite. » Mademoiselle Marple leva les yeux, l'air doux. « Oh, je pense que nous le saurons, » dit-elle. « Mais ce n'est pas vraiment une affaire pour le tribunal. Certains actes de conscience n'appartiennent qu'à l'âme qui les accomplit. » Il hésita, puis acquiesça. « Au revoir, mademoiselle Marple. Au revoir, inspecteur. Conduisez prudemment. La route entre ici et Melchester est pleine de virages sans visibilité. » Après son départ, le cottage semblait très calme. Le feu s'était réduit à une lueur pâle et, dehors, les nuages commençaient à se dissiper. Mademoiselle Marple mit de côté sa couture et se rendit dans le jardin. Les violettes qu'elle avait placées près de la fenêtre avaient disparu, fanées pendant la nuit. Elle les remplaça par de nouvelles fleurs, se penchant avec précaution pour arranger leurs tiges. La vie, pensa-t-elle, était très généreuse dans ces renouvellements. Il suffisait simplement de continuer à désherber le parterre moral. Le dimanche suivant, la chorale revint. Un ensemble plus petit, discret, mais déterminé. Le premier hymne choisi n'était pas le traditionnel hymne triomphal, mais un air plus ancien et plus humble, qui appelait à la compréhension plutôt qu'à la gloire. Mademoiselle Marple était assise près du milieu, à sa place habituelle. L'église sentait à nouveau légèrement le vernis et les lys, comme si rien ne s'était jamais passé. Pourtant, elle remarqua, comme toujours, les marques subtiles que le temps refusait d'effacer. La légère bosse sur le mur de la sacristie,
la tache inégale sur le sol où la cire avait été frottée, la façon dont la voix du vicaire avait faibli sur le mot « miséricorde ». Après le service, les gens se rassemblèrent dehors, au soleil, échangeant des sourires prudents. Les commérages, autrefois affamés par la tragédie, cherchèrent désormais une nouvelle nourriture dans le pardon. Madame Price Ridley déclara que tout cela était bien sûr très triste, tandis que mademoiselle Briggs fit remarquer que la musique semblait s'être améliorée grâce à cette expérience. Mademoiselle Marple écouta, hocha la tête et laissa les mots passer comme des nuages à la dérive. Elle savait que le village faisait ce qu'il savait faire de mieux, sceller le malaise sous la routine. Colin Webb s'approcha d'elle timidement, le chapeau à la main. « On dit que je vais prendre en charge l'accordage de l'orgue, dit-il. Monsieur Lyle le souhaitait. Avant, elle sourit. « Alors tu dois le faire fidèlement, mon cher garçon. Et n'oublie pas qu'un instrument a besoin de plus que d'être accordé, il a besoin de gentillesse. Les gens sont très similaires. » Il rougit légèrement, ne sachant pas si elle parlait de lui ou de quelque chose de plus général, et poursuivit son chemin. Mademoiselle Marple s'attarda, le regardant disparaître dans la ruelle. Elle pensa à mademoiselle Denham, dont le courage était venu trop tard, et à John Lyle, qui avait confondu la fierté avec la vertu. Mais elle pensa aussi à madame Lyle, qui, quelque part dans le calme du jardin de sa cousine, découvrait peut-être encore à quoi ressemblait le pardon quand personne n'écoutait. De retour à son cottage, le soleil de l'après-midi baignait le salon d'une lumière dorée. La clé, le bouton et le ruban bleu délavé reposaient toujours sur la cheminée, petits comme des souvenirs et tout aussi peu fiables. Elle les toucha brièvement, puis les rangea dans un tiroir. Elle savait que certaines reliques étaient mieux conservées hors de vue, car elles avaient déjà rempli leur fonction. La pièce semblait plus lumineuse une fois qu'elles avaient disparu. Lorsque l'horloge sonna 5 heures, elle apporta son thé à la fenêtre. Dehors, les enfants de St. Mary Mead sautillaient dans l'herbe, leur rire clair et indulgent. Le monde, semblait-il, s'était souvenu de sa chanson. Elle les regarda jusqu'à ce que le dernier d'entre eux disparaisse derrière la haie, puis elle ferma les yeux et écouta non pas le chœur ni la cloche, mais le rythme simple de son propre cœur, régulier et tranquille. La bouilloire siffla une fois, bruyamment, puis se tut. Mademoiselle Marple se leva, serra son châle autour de ses épaules et sourit. La respectabilité, pensa-t-elle, n'était jamais plus sûre que la vérité qu'elle dissimulait. Mais même dans sa fragilité, il y avait du réconfort, car le réconfort, comme la culpabilité, était quelque chose d'humain. La lumière s'estompa alors que le jour s'installait dans le calme. Quelque part, au-delà des arbres, un merle se mit à chanter ses notes claires, solitaires et sans excuse. Mademoiselle Marple écouta, et ses yeux s'adoucirent, comme si elle entendait l'écho de quelque chose de longtemps résolu. Elle prit son carnet, écrivit une dernière ligne et la souligna une fois. Toute harmonie cache son silence. Puis, avec un léger soupir, elle le referma.